Aujourd'hui, nous allons vous présenter un webinaire portant sur le déploiement d'un cœur de réseau 5G sur des environnements cloud natifs, donc Kubernetes. Alors, présenté par moi-même, j'ai mon nom Modou Diouf, ingénieur cloud DevSecOps chez BioPenIT. Je totalise plus de 2 ans d'expérience dans le domaine du cloud, cloud public, cloud native, et tout ce qui est containerisation et déploiement des applications dans des environnements cloud. J'ai réussi à travailler sur beaucoup de sujets et travailler aussi sur beaucoup de projets. Donc, j'ai travaillé aussi sur les technos cloud publics comme Azure, AWS, GCP et des cloud natifs comme Kubernetes, voilà, et aussi d'autres plateformes comme Rancher. Bon, aujourd'hui, nous allons vous présenter un sujet d'une importance capitale qui est le déploiement d'un cœur de réseau 5G sur Kubernetes. Au plan, nous allons commencer par faire une petite comparaison à titre de rappel sur la différence entre la virtualisation et la containerisation, étant donné que la 4G, qui est le prédécesseur de la 5G, utilise des fonctions réseau virtualisées, c'est-à-dire donc une infrastructure virtualisée. Ensuite, nous allons aborder la grande partie, qui est vraiment l'importance du sujet, c'est comment déployer un cœur de réseau 5G sur Kubernetes. Donc, nous allons aborder les grands thèmes comme la partie networking, qui est vraiment un élément fondamental pour le déploiement d'un cluster. Donc, avant de déployer votre infrastructure sur votre cluster, vous devez gérer la partie réseau. Donc, ici, on va gérer sur la partie CNI avec tout ce qui est la gestion des flux. Les ressources managers, parce que les applications que vous déployez sur votre infrastructure cloud consomment du CPI mémoire. Donc, il est bon aussi de bien designer la partie ressources pour que voilà, les applications auront en fait tout ce qu'ils ont besoin en termes de CPI et mémoire pour fonctionner correctement. Ensuite, on va parler de la partie DevOps, qui est un processus qui va décrire comment mettre en place une chaîne CI/CD pour automatiser le déploiement des composants de notre 5G sur notre cluster Kubernetes. Et enfin, donc parler de la partie télémétrie, histoire d'avoir en fait une visibilité qui nous permettra d'avoir une visibilité sur les clusters et les workloads qui sont au niveau de notre cluster Kubernetes. Alors, on va commencer le webinaire par une question qu'on va essayer de répondre au fur et à mesure qu'on avance dans la présentation, à savoir comment et pourquoi déployer un cœur de réseau 5G sur Kubernetes. Du legacy au cloud, comme vous le savez tous, l'industrie des télécommunications a connu un vaste changement de paradigme ces dernières années avec l'annonce ou bien l'arrivée de la 5G. Du coup, l'approche traditionnelle qui utilise les 4G, qui consistait à utiliser des fonctions réseau virtualisées, qui prenaient parfois trop de temps pour le processus de déploiement et difficile à mettre à niveau, ne peut pas suivre le rythme de la 5G. Donc, pour pouvoir bénéficier des avantages et des promesses de la 5G, l'évolution vers un cœur de réseau cloud native devient une nécessité. Le cœur de réseau 5G utilise une approche cloud native avec des fonctions réseau containerisées qui sont découpées en des microservices et déployées sur des conteneurs. Et pour manager tous ces conteneurs, parce qu'on peut avoir des centaines de conteneurs, et pour les manager, Kubernetes est devenu de facto la norme standard de l'orchestration donc des conteneurs. Alors, comme vous le voyez ici, on parle donc des PNF, des VNF et des CNF. Les PNF, en fait, ce sont les réseaux physiques, c'est-à-dire il faut les voir comme votre infrastructure physique, votre legacy, votre serveur physique que vous utilisez pour déployer votre application. Donc, il contient des machines physiques et des serveurs physiques. Donc, on a quitté ce passage pour aller vers les VNF, histoire un peu d'optimiser et de réduire les coûts. Avec les VNF, c'est ce qu'actuellement qu'on utilise sur les solutions 4G. Donc, votre infrastructure sera virtualisée. Au lieu d'utiliser des serveurs physiques, on utilise donc des serveurs virtuels, histoire d'en fait de regrouper plusieurs machines virtuelles sur une seule machine physique. Mais là aussi, on voit que cette approche ne peut pas en fait ne peut pas satisfaire en fait la 5G. Donc,
qui aujourd'hui utilisent une approche cloud native, donc avec l'utilisation des conteneurs qu'on appelle ici les Container Network Functions. Juste si vous avez des questions, vous pouvez les noter sur le chat. Après, on va essayer on va les répondre à la fin de la présentation. Alors, la différence entre la containerisation et la virtualisation. La virtualisation est une approche sur laquelle les applications sont déployées sur des machines virtuelles et que toutes les machines virtuelles, en fait, chaque machine virtuelle aura sa propre système d'exploitation et ses systèmes de fichiers nécessaires pour démarrer ses applications. Et chaque machine ou toutes les machines virtuelles partagent en fait les ressources de la machine hôte qui les héberge via un hyperviseur. Donc, comme toute solution, celle-ci aussi présente quelques limites. Bon, par exemple, c'est la gestion des ressources du cluster, de la machine, ou bien sur en termes de coût, mais aussi sur tout ce qui est donc la scalabilité des applications qui sont déployées sur les VM. Quant à la containerisation, c'est la nouvelle approche. Donc, cette fois-ci, au lieu de déployer les applications sur des machines virtuelles, on va les déployer sur des containers. Du coup, les conteneurs sont beaucoup plus légers en termes de fonctionnalité et que plusieurs conteneurs peuvent être déployés sur une seule machine physique. Donc, pour créer votre conteneur, on a juste besoin d'une image Docker construite à la base d'un fichier Dockerfile et de certaines configurations, donc à savoir l'installation ou bien le déploiement d'un conteneur runtime sur la machine physique qui doit exécuter les conteneurs. Quelques caractéristiques sur les CNF. Donc, les CNF, vu que ce sont la nouvelle approche qu'on utilise dans la solution 5G, ce qu'il a comme avantage, c'est que donc les CNF, on peut les découper en des microservices. Parce que vous savez, jadis, on utilisait des architectures monolithiques. Et là, actuellement, on parle des architectures microservices. Cela nous permet en fait de mieux découper notre application, histoire en fait de pouvoir augmenter tout ce qui est l'efficacité et voilà, la scalabilité aussi de nos applications. Donc, les CNF sont découpés en des microservices. Du coup, on peut modifier ou bien apporter des valeurs ajoutées sur cette fonctionnalité sans avoir besoin de modifier tout le code. Ils sont aussi emballés sur des conteneurs. Donc, ce sont des applications qui seront déployées sur des conteneurs, mais pas sur des machines virtuelles comme la 4G. Et on peut aussi utiliser l'intégration de ces CI/CD avec l'approche DevOps pour automatiser tout ce qui est déploiement et voilà, intégration continue déploiement des applications. Quelques avantages des microservices. Bon, les microservices présentent beaucoup d'avantages, mais là, on prend juste quelques avantages, comme quoi donc, la rapidité sur le processus de déploiement. Donc, avec les microservices et aussi le processus DevOps, on peut déployer une application d'un moment à l'autre et vite fait, l'application sera en production. C'est aussi beaucoup plus évolutif si on veut aussi apporter de nouvelles fonctionnalités sur l'application et aussi beaucoup plus escalable. Donc, on peut soit augmenter ou bien diminuer en fait les nombres d'instances ou bien de ressources. Mais aussi, ce qui est important avec les microservices, c'est que ce sont des fonctionnalités résilientes. C'est-à-dire que donc, si un microservice tombe en panne, cela ne va pas impacter le fonctionnement de l'application qui reste. Donc, ça aussi sont des avantages qu'on a avec les CNF. Donc, juste jusque-là, il faut retenir que les VNF, ce sont des composants qu'on déploie sur des machines virtuelles, alors que les CNF, ce sont des composants qu'on déploie sur des conteneurs qui utilisent une approche microservice, découpée donc en des microservices, déployés sur des conteneurs et peuvent être orchestrés par un orchestrateur de conteneurs, à savoir Kubernetes. Alors, déjà, on connaît la différence entre les deux. Qu'est-ce qui motive en fait la migration des machines du monde traditionnel, c'est-à-dire de la virtualisation vers la containerisation avec la solution 5G. Maintenant, nous allons voir comment on peut déployer notre cœur de réseau 5G. Parce que là, il consiste à déployer le cœur de réseau 5G sur un cluster Kube, mais ce n'est pas toute l'infrastructure qu'on va déployer sur Kube. Donc, pour déployer une infrastructure sur Kubernetes, que ce soit des applications télécom ou bien des applications d'entreprise, la première chose à faire, c'est de passer à une étape de configuration. Donc, quand on parle de configuration, c'est tout ce qui est la partie réseau, plus généralement.
Et la partie réseau, ça définit la façon dont vos applications vont communiquer entre eux. Quels sont les CNI que vous allez choisir, les types de flux aussi qui seront autorisés. C'est tout ça qu'on va voir, c'est la partie networking. Alors, l'architecture de la 5G est définie en fait par la norme 3GPP de la télécommunication avec les SBA, ce qu'on appelle Service Based Architecture. Comme les architectures cloud natives, il est subdivisé en deux grandes parties. Une partie control plane et une partie user plane. C'est cette partie control plane-là qu'on appelle le cœur de réseau et c'est cette partie qui sera déployée sur notre cluster Cube. Tandis que la partie user plane sera déployée sur votre infrastructure legacy et elle est composée parfois de votre antenne réseau qu'on va connecter avec certains composants qui se trouvent dans notre cluster Kubernetes. Bon, là, je ne vais pas entrer dans les détails des composants, c'est-à-dire dans les descriptions, mais ça c'est que c'est pas seulement ces composants-là qui seront déployés, il en existe d'autres. Mais là, j'ai pris juste quelques composants à titre d'exemple, comme les AMF, les SMF, qui sont donc les composants les plus importants, disons. Et là, comme vous le voyez sur le schéma à droite, les images qui sont colorées en bleu, ce sont les composants qui composent en fait notre cœur de réseau et qui seront déployés dans notre cluster Cube. Et ils se communiquent via le protocole TCP, donc la communication au sein du cluster. Et cette communication est gérée par le CNI. Donc on en parlera, on va en parler après. Et la communication entre le cluster et les antennes réseau qui sont dans notre infrastructure legacy est gérée par le protocole SCTP. Donc là, si vous voyez bien qu'on a deux types de flux à gérer. Les flux au sein du cluster qui sont colorés ici en bleu et qui sont gérés par le CNI et les flux entre le cluster et les antennes réseau qui sont déployées dans les legacy, c'est-à-dire en dehors du cluster et qui sont gérés par le protocole SCTP. Donc, si on souhaite déployer notre cœur de réseau 5G sur un cluster Kubernetes, on doit prendre en compte, on doit bien choisir si la plateforme qu'on a choisie prend bien en compte le protocole SCTP. Parce que s'il ne le prend pas en compte, la communication entre le cluster et les antennes ne peuvent pas se passer. Sur quel type maintenant de plateforme on peut déployer notre cluster, notre cœur de réseau 5G? Quasiment toutes les plateformes supportent le protocole SCTP. Donc, vous pouvez, que ce soit vous provisionner votre cluster avec des VM, donc c'est des barres métal en quelque sorte, ou bien vous utilisez les services providers comme EKS, AKS, JKI, eux aussi, ils supportent le protocole SCTP. Quasiment OpenShift le supporte, mais jusque-là, jusqu'à sa dernière version 4.9, il est désactivé par défaut, donc il faudra activer le protocole SCTP si vous comptez déployer votre cœur de réseau 5G sur OpenShift. Donc, le prérequis ici de la plateforme sur laquelle vous allez déployer votre cluster et qu'elle doit supporter le protocole SCTP. Parlons maintenant du CNI. Bon, le CNI, c'est juste un plugin qui définit la configuration de votre cluster Cube. Donc, dans les infrastructures traditionnelles, pour ceux qui avaient l'habitude de travailler sur des infrastructures traditionnelles, maintenant, c'est l'administrateur système qui faisait la configuration, définir les routes, définir les tables de routage, etc. Tout ça est packagé en fait sur un CNI si on est dans des environnements cloud natifs. Donc, il suffit juste de choisir le bon CNI et de le déployer sur ton cluster et le CNI va gérer toute cette partie-là. Maintenant, pour les applications télécom, il y a certains critères à prendre en compte quand vous devez choisir votre CNI. La première chose, c'est que le CNI doit supporter le multi-CNI, meta-CNI. Donc, on va aussi parler de quoi il s'agit dans les diapos qui vont venir. C'est quoi un multi-CNI? Juste, c'est un plugin qui permet en fait d'attribuer plusieurs interfaces réseau à un pod. Parce que vous savez plus comment, par défaut, Kubernetes attribue une seule interface réseau à un pod, c'est l'interface ETH0, que les pods vont utiliser pour communiquer entre eux au sein du cluster. Maintenant, pour les applications télécom avec certaines normes comme la 3GPP, il est recommandé qu'un pod ait au moins deux interfaces réseau.
Donc, pour attribuer une interface réseau supplémentaire en pod, on va devoir utiliser un autre plugin et le plugin là s'appelle MetaCNI. Ça s'appelle Multis tout simplement. Deuxième critère que vous devez tenir en compte quand on choisit un CNI, c'est que est-ce que ce CNI supporte le protocole SCTP? Ça aussi, c'est intéressant. Et le troisième qui est un peu optionnel, c'est que donc de tenir, est-ce que le CNI aussi supporte les network policy? Les network policies sont utilisés pour tout ce qui est la partie ségrégation, donc définir les flux Y qui seront autorisés ou bien qui seront refusés. Actuellement, il existe plusieurs CNI, à savoir Calico, Cilium, Canal, Flannel, Wave, Adobe, VPC, CNI, etc. Donc, dans notre cas, nous avions choisi Calico parce qu'il répondait à tous ces critères-là. La gestion des flux, comme je l'ai dit tout à l'heure, les flux d'un cluster qui peuvent être subdivisés en deux grandes parties. Donc, les flux internes au cluster, qu'on appelle les flux Est-Ouest, et les flux externes, c'est-à-dire les flux échangeant entre le cluster et d'autres éléments qui se trouvent en dehors du cluster, qu'on appelle les flux Nord-Sud. Pour les flux internes sont gérés par le CNI qu'on choisit dans le diapo précédent. Donc, si vous aviez choisi un stade de Calico, donc la communication au sein de votre cluster est gérée par le CNI Calico. Donc, il assure la communication entre les pods ou bien entre les services et utilise aussi l'interface ETH0 pour la communication entre les pods. Donc, pour cette partie, vous avez juste besoin de choisir le CNI et voilà, le reste est géré de façon automatique. Et les services mesh sont importants dans ces genres de types d'applications parce que, étant donné qu'on peut avoir plusieurs microservices qui sont déployés et on ne sait pas est-ce que toutes les communications se passent correctement ou bien s'il y a aussi des erreurs de communication entre les microservices, ça devient un peu difficile si on atteint un certain nombre de microservices. Donc, il serait important d'avoir un service mesh qui joue en fait un rôle de maillage entre les différents microservices, de nous donner aussi une observabilité sur les flux échangés, histoire de savoir est-ce que les flux échangés arrivent bien à destination, bien s'il y a des erreurs ou pas. Autre chose aussi, si toutefois les communications ne sont pas chiffrées, on peut utiliser le service MTLS du service mesh pour crypter les communications entre les différents microservices. Les services mesh pour les applications télécom, parce qu'il faut juste garder à l'esprit que jusque-là, les solutions de services mesh qu'on a ne prend en compte que le protocole TCP. Donc, si votre application utilise des protocoles qui sont différents de TCP, ces services ne peuvent pas faire partie des maillages de réseau. Donc, ils seront complètement écartés. Et c'est le cas pour les applications télécom, parce qu'il y a des services qui utilisent des protocoles IDP, d'autres utilisent des protocoles STTP. Donc, ces services ne peuvent pas partir de votre maillage parce que la solution, que ce soit Istio ou bien LinkedIn, ne supporte pas un maillage avec des services qui utilisent des protocoles non TCP, c'est-à-dire des protocoles soit SCTP ou bien IDP. Alors, pour assurer la communication entre votre cluster Kubernetes et les antennes réseau, donc on a besoin d'un protocole SCTP, c'est ce qu'on disait. Actuellement, c'est ce qu'on appelle le flux nord-sud. Mais cette communication entre l'antenne et les composants de notre cluster Kubernetes, plus précisément l'AMF, se passe par l'interface secondaire, le ETH0. Alors, maintenant, comment nous devons, vu que Kubernetes attribue une seule interface à un pod, donc nous allons utiliser le MetaCNI pour configurer ou bien attribuer d'autres interfaces à notre pod AMF afin d'établir la communication entre notre antenne réseau et les composants de notre cluster Kubernetes. Et pour cela, on va utiliser MultiCNI. Bon, MultiCNI, comme les autres CNI, c'est un plugin qu'on déploie sur notre cluster Kube. Il installe des CRD. Et ensuite, il nous permettra ensuite de créer ce qu'on appelle un Network Attachment Definition, sur laquelle on va décrire comment nous allons créer notre interface réseau, à savoir l'adresse MAC qu'on va lui donner, l'adresse IP de l'interface, le nom aussi de l'interface. Comme vous le voyez ici dans le schéma, il faut juste noter que le MetaCNI ne peut pas
se déployer seul sur un cluster. Donc, il a besoin en fait d'un CNI standard. C'est la raison pour laquelle on avait choisi dans le diapo précédent un CNI, que ce soit Calico, Cilium, etc. Il faut déjà que ce CNI-là existe sur le cluster. Ensuite, avant de déployer le méta CNI Multis. Sinon, si vous venez déployer directement Multis sans avoir un CNI standard, le déploiement Multis ne peut pas fonctionner. Donc, exemple ici, on a notre cluster Kubernetes avec les plugins. Donc, le CNI primaire là, supposons c'est Calico, c'est lui qui crée l'interface ETH0 au pod et permet à ce pod de communiquer avec les autres pods qui sont dans le cluster. Et le Meta CNI qui est là, lui crée une interface net 1 qui permet en fait à l'antenne réseau qui est en dehors du cluster de communiquer avec ce pod qui est à l'intérieur du cluster. Comment configurer donc le Multis? Pour configurer un Multis CNI, c'est simple. Il faut juste déployer Multis. Donc, comme je l'ai dit, il déploie des CRD sur notre cluster, ce qu'on appelle des Custom Resource Definition, afin d'étendre l'API cube. Ensuite, nous allons créer un autre objet appelé CR qui est un Network Attachment Definition. Maintenant, dans ce CR-là, on va lui donner les configurations de notre interface secondaire, à savoir donc le nom et là, le plugin. Donc, pour les plugins, on peut utiliser du MAC VLAN, comme vous le savez. Donc, au niveau du pod, il va créer une adresse MAC, l'attribuer ensuite une adresse IP qu'on va donner sur les configurations. On peut aussi utiliser un bridge comme un pont autant pour moi entre la machine hôte et le conteneur, ou bien faire donc du host device. Donc là, on donne le type qui est un MAC VLAN pour ce cas. Master, on lui donne ETH0. Donc ça, on va donner donc le nom de l'interface de l'interface créée par le CNI standard, ce qui justifie le fait que le CNI standard est obligatoire avant de déployer Multis. Ensuite, on donne le mode, ça peut être un bridge, et on donne l'adresse IP de l'interface, le subnet, etc. Du coup, le pod qui aura cette network attachment definition là aura deux interfaces. Une interface ETH0 qui est créée par le CNI par défaut, et une autre interface qui aura comme nom, qui aura comme adresse IP celui-là et comme nom un host device. Alors, pour des besoins beaucoup plus approfondis, donc si vous voulez augmenter en fait les flux, etc., donc vous pouvez utiliser aussi donc les CNI SRIOV. Donc, mais cela nécessite en fait des configurations préalables sur la machine hôte, à savoir donc sur la carte réseau, voir est-ce que votre machine physique supporte les SRIOV, etc. Mais pour notre cas, nous, j'avais utilisé MAC VLAN pour la création de l'interface secondaire sur notre pod ANF. Ça, c'est la partie réseau. Donc, pour la partie réseau, c'est ça, la création de CNI, création aussi de l'installation et la création d'une interface secondaire ETH. Maintenant que vous avez bien configuré votre réseau Kubernetes et que voilà, le cluster est prêt à attribuer des adresses IP et à gérer la partie réseau de votre cluster Kube, il reste aussi une étape importante et déterminante sur la création, sur le déploiement de votre cœur de réseau 5G Kubernetes, à savoir donc la gestion des ressources. Parce que les applications qu'on déploie sur le cluster Kube consomment donc des ressources, donc CPU, mémoire. Donc, il est important et que donc on sait que les applications télécom sont des applications qui sont très gourmandes en termes de ressources. Donc, il est important de bien définir en fait la gestion des ressources avant de lancer votre cluster. Donc, de bien dimensionner les ressources CPI, mémoire de chaque pod. Et aussi, voilà, de bien gérer donc les latences réseau et des performances élevées. Pareil pour la partie scaling, parce que on sait que donc, les pods AMF, ce sont eux qui assurent la communication entre l'antenne et le cluster. Donc, ces pods doivent être donc hautement disponibles de deux sources. Soit vous faites des OTS scaling horizontal ou bien vertical de votre pod, histoire d'augmenter le nombre de réplicas, de sorte que si un pod ou bien une application tombe, l'autre peut prendre le relais sans avoir arrêt de service. Si vous utilisez aussi donc des services
cloud provider parce que les applications télécom peuvent être, le code de réseau 5G peut être déployé sur des clouds publics, sur des clouds publics. Donc, il faudra activer en fait l'autoscale. Vous pouvez activer l'autoscaling de votre nœud. C'est-à-dire quoi? Définir, supposons, deux nœuds. Et que donc, si on atteint une limite temps de CPU mémoire, on va créer un autre nœud de façon automatique pour éviter des arrêts de service. Une fois que tout est déjà mis en place, la gestion des ressources est correcte. On a déjà déployé Multist, le réseau de clusters Kubernetes est prêt. Donc, il reste maintenant à lancer le processus de déploiement de notre application télécom sur notre cluster Kube. Donc, le processus reste toujours le même que les applications d'entreprise. Il suffit juste d'avoir une image qu'on build avec notre serveur CI. Donc, vous avez votre code source qui contient voilà, tout ce qu'il faut pour faire fonctionner notre fonction réseau, qu'on build avec un serveur CI. Donc, votre serveur CI, ça peut être Jenkins, ça peut être GitLab ou bien etc. Ça dépend du serveur CI de votre entreprise. Ensuite, vous le synchronisez avec votre repository Git et activez ensuite la configuration, de sorte qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau code qui est buildé, voilà, le serveur CI se lance automatique, build les images et le pose sur les registres. Là aussi, vous pouvez activer tout ce qui est les tests de sécurité afin en fait de pouvoir détecter et de corriger les vulnérabilités le plus rapidement que possible. Et après, mettre en place un serveur CD qui permet d'automatiser le déploiement. Et pour les serveurs CD, il y a des outils GitOps qu'on peut utiliser, à savoir Argo CD, Flux, et pour faire donc du continuous delivery. Et si vous voulez faire du continuous deployment, donc beaucoup plus avancé, voilà, il y a des outils qui le font actuellement, donc à l'instar de Seno, qui est un outil qui permet de faire du continuous delivery avec du A/B testing Canary et du Blueprint. Mais pour notre cas, nous avions utilisé comme serveur CI GitLab CI et comme outil GitOps Argo CD. Et on va faire la synchronisation entre Argo CD et notre repository qui contient les manifestes Helm. Alors, toujours dans le déploiement continu, dans l'intégration et le déploiement continu, comme vous le savez tous, pour déployer des applications sur Kubernetes, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous utilisez des manifestes standards, ou bien on peut utiliser aussi donc, du customizer, ou bien on peut utiliser donc des Helm, histoire de packager toutes les manifestes et de les déployer en même temps. Nous avions utilisé Helm comme un outil comme outil pour packager les manifestes Helm, les manifestes Kubernetes autant pour moi. Et c'est un outil très simple et voilà. Et ça vous permet en fait de pouvoir modifier au fil du temps les configurations de votre cluster. Pour l'automatisation, comme je l'ai dit, vous utilisez des outils GitOps pour faire du continuous delivery ou bien utiliser Seno pour faire du continuous deployment. Parce qu'il y a une petite différence entre les deux. Vu qu'avec Seno, on n'a pas besoin de faire des actions manuelles. Tout est automatisé du moment où on choisit. Et on peut aussi utiliser des stratégies de déploiement beaucoup plus avancées que ce qu'on a actuellement, à savoir donc du Blue-Green, faire du Canary et donc du A/B testing. Et pour la partie sécurité, c'est nécessaire dans la mesure où, comme ce sont des chaînes d'automatisation CI/CD, il est aussi important de faire des tests de sécurité afin de s'assurer que tout est conforme avant de le déployer dans les environnements de production pour ne pas avoir en fait des surprises dans les environnements de prod. Alors, comme on l'avait décrit dans la présentation, nous allons terminer la présentation par la partie télémétrie. La partie télémétrie, c'est de mettre en place des outils de logging et de monitoring parce que les applications télécom, je le répète toujours, sont des applications qui consomment trop de mémoire et de CPI. Même si tel n'était pas le cas aussi, il est conseillé de mettre en place ces outils afin d'avoir des informations sur la consommation des applications. Que ce soit mettre en place des outils de logging pour remonter les logs des applications, pour intervenir au cas où il y a les erreurs le plus rapidement possible. Des outils de tracing pour décrire les traces des communications entre les applications et des outils de métrique
pour remonter les métriques de consommation comme CPI et mémoire dans un dashboard qu'on pourra visualiser, bien sûr, avec Prometheus. Voilà, on est arrivé en termes de notre présentation. Si vous avez des questions, voilà, vous pouvez les poser, soit vous activez vos micros, vous posez, ou bien vous les écrivez sur le chat et on va essayer de les répondre le plus rapidement possible. Merci. Ah, merci, il y a des questions déjà. Ok, là, c'était avant. Miss Diallo, M6 Diallo, quel est le minimum CPI mémoire pour le déploiement? Ouais, le minimum de CPI mémoire pour le déploiement. Déjà, vous pouvez commencer par 4 gigas et voilà, 4 gigas de mémoire et 8 gigas de RAM. Ouais. Vous pouvez commencer par ça et au fur et à mesure, donc, vous pouvez détecter en fait les besoins des applications, vous pouvez augmenter. Mais le minimum, c'est voilà. CPI 4 et mémoire, vous pouvez mettre 8, voilà. Mamadou Camara, y a-t-il une raison spécifique qui fait que vous ne considérez pas le déploiement dans le IPF sur un cluster? En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, Mamadou, cette architecture, en fait, c'est pas, tu sais, pour les applications, il y a des architectes d'application. Quand tu se déploies ton application, tu fais appel à un architecte, il fait un design de l'architecture. Pour les applications télécom, c'est pas le cas. C'est la norme, en fait, qui définit déjà. C'est une norme qui définit quels sont les composants qui doivent être déployés sur un cluster et les composants qui ne doivent pas l'être. Donc, ils ont choisi que donc, certains composants-là, ce sont ces composants-là qui doivent être sur le cluster. Pareil, l'IPF aussi peut être déployé sur le cluster, puisque dans notre POC, voilà, j'avais déployé l'IPF sur le cluster. Il se peut que je me suis trompé sur l'image, mais voilà, l'IPF fait partie des composants qui seront déployés dans le cluster Kubernetes. C'est juste que sa communication avec les autres se passe via IDP. C'est juste sa différence. Ok. Quelle solution avez-vous utilisée pour fournir des adresses virtuelles et stables pour les différentes interfaces 5G? Ainsi, ouais, la solution, c'est toujours la même. C'est Multis qui fait l'attribution, qui fait la création de l'interface et qui fait aussi l'attribution des adresses IP. Donc, euh, quand tu crées l'adresse IP, quand tu crées l'interface avec Multis, tu lui donnes non seulement le nom de l'interface, le plugin aussi de l'interface, mais aussi tu donnes l'adresse IP de l'interface. De ce fait, cette IP-là ne changera pas et ça restera toujours une adresse IP statique. Contrairement aux adresses IP des autres interfaces d'iPod qui vont changer si toutefois le pod est redémarré. Et comment aussi on attribue ces interfaces? Donc, pour attribuer ça, il faudra ajouter des annotations sur le pod en question. Donc, si tu as un pod A, que tu veux donner une adresse IP statique via Multis, il faudra aussi ajouter des annotations sur ce pod pour qu'au démarrage, Multis sache que ce pod-là doit avoir une adresse, doit avoir une interface supplémentaire avec une adresse IP statique. Seno est-il open source? Non, ouais, c'est une solution open source, mais il y a aussi une version il y a aussi une version enterprise. Mais si vous voulez tester, voilà, vous pouvez directement aller sur le site et vous pouvez tester avec le site goseno.io. Vous verrez, voilà, toute la documentation. Mais il y a une version open source et une version enterprise. Vous pouvez avoir des détails sur comment c'est fait.
Pouvons-nous avoir des détails sur comment s'est fait la redimension des ressources sur les pods? Déjà, si vous voulez définir, pour la redimension des pods, je pense que c'est ce que je comprends. En fait, il y a des quotas que vous pouvez définir sur les pods, ce qu'on appelle donc les ressources quotas, parce que cela permet en fait de définir des limites sur les pods, de sorte qu'un pod peut consommer, si vous voulez dire que mon pod là ne doit consommer que 200 M ou bien 50 mégaoctets, là vous allez définir donc des ressources quotas. Donc les ressources quotas en fait ce sont des valeurs maximales que le pod ne peut pas dépasser, que ce soit en termes de CPU et de mémoire. Et là c'est important dans la mesure où si vous ne le laissez pas comme ça, le pod peut continuer, peut consommer les ressources, va aller jusqu'à consommer toutes les ressources du cluster si toutefois ce pod-là est, voilà, et attaquer quelque chose comme ça. Et ça peut impacter le fonctionnement d'autres applications. Du coup, le nœud ne peut plus fonctionner parce qu'il n'a plus de ressources disponibles. Donc, pour éviter ce genre de problème, il est conseillé de définir des quotas sur les pods afin de lui donner des valeurs maximales de CPU et de mémoire qu'il ne peut pas dépasser. C'est un moyen, en fait, de limiter les consommations des ressources des pods. Mais pour le dimensionnement des nœuds, des clusters, ça se fait avant le déploiement. Ça fait partie des prérequis, en fait. Donc, avant de se lancer sur le déploiement de l'application, il faut déjà choisir combien de CPU et de mémoire vous allez allouer à votre nœud qui va composer le cluster Kubernetes. Et ça, c'est pour les, bon, c'est pour les clouds publics comme pour les clouds. Mais l'avantage avec les clouds publics, c'est que tu peux augmenter les ressources au fur et à mesure du temps. Alors que pour pour des clusters qui sont provisionnés avec des machines, c'est quasiment impossible. Alors, il dit, que proposez-vous comme outil de sécurité au niveau du déploiement CI/CD? Avez-vous le logo de Biovenation? Ouais, comme outil, il y a plusieurs outils actuellement sur le marché qui permettent de faire des scans des images et de code source. Donc, il faut juste choisir l'outil qui vous convient le mieux voilà, il faut juste choisir l'outil qui vous convient le mieux. Et ensuite, sur quelle étape vous voulez faire des tests. Parce que les tests, on peut les faire sur plusieurs niveaux. On peut faire des tests sur les codes sources. Donc, avec Sonar, par exemple, je donne juste un exemple comme ça. On peut aussi faire les scans des images. Donc, quand vous buildez votre image et vous le poussez sur la registry, vous savez, les images sont buildées à la base donc, des Dockerfiles et ça peut contenir des vulnérabilités. Donc, pour scanner ces images, vous pouvez utiliser beaucoup d'outils. Il y a des outils qui sont open source, d'autres sont payants. Donc, voilà, le choix se fait en fait du fait, c'est un choix personnel. Donc, mais il y a plusieurs outils qui le font. Mais ce qui est intéressant, c'est cette partie-là, c'est de choisir sur quel niveau, à quel niveau, autant pour moi, vous voulez faire les tests. Est-ce que vous voulez faire le scan de code source, ou bien vous voulez faire un scan des images, ou bien voilà, vous voulez faire le scan de votre code IAC, quelque chose comme ça. Mais il y a plusieurs outils qui peuvent le faire. Merci, mon Dieu, excellent présentation. C'est que Cilium. Oui, actuellement, Cilium est compatible avec Cilium est compatible avec cette architecture. Donc, il supporte bien sûr le protocole SCTP, mais aussi il supporte aussi donc Multis. Donc, Cilium est un bon outil et en plus aussi, il prend en compte les network policies. Donc, il valide tous ces prérequis qu'on avait listés tout à l'heure. Donc, c'est un bon candidat pour être votre CNAS et votre cluster. Quel est le rôle des CSP sur les cibles de vidéos? Les CSP, tu parles des cloud service providers, si je comprends bien. Sur les vies des... Bon, je le prends comme cloud service provider. Quel est le rôle des cloud service providers? C'est des cycles de vie des microservices. En fait, les microservices, comme je l'ai dit, l'application, tu le découpes en des microservices. Donc ici, chaque microservice, si on vient ça peut être comme, on peut le voir ici comme un pod. Donc si vous avez, donc chaque microservice, on peut le voir comme un pod. Donc c'est plutôt en fait les cycles de vie donc des pods dans le cluster Kube. Ça, c'est aussi géré par Kubernetes, c'est lui qui manage tout ce qui est les pods, c'est Kube qui le manage. Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui charge
Si un pod meurt, c'est lui qui le redémarre de façon automatique, sans intervention, sans votre intervention. C'est lui qui lui donne les adresses IP, tout cela. Donc, toi, tout ce que tu as besoin quand tu veux déployer ton code de réseau 5G, c'est de créer en fait des images Docker et de lancer les pods de déploiement. Maintenant, le reste, tout ce qui est la partie gestion des cycles de vie des conteneurs, c'est Kubernetes qui gère. C'est lui qui fait l'orchestration en général, quoi. Pouvez-vous revenir sur l'enjeu de déployer des applications 5G sur des environnements Kubernetes? En fait, l'enjeu pour le déploiement des applications 5G sur des environnements Kubernetes, c'est le même que l'enjeu de déployer des applications d'entreprise sur des environnements Kubernetes. Parce que, bon, si je fais un peu un feedback, de tourner un peu en arrière, au début, on déployait des applications sur des serveurs physiques. Et après quelques temps, on a passé du serveur physique vers des serveurs virtuels. Parce que, voilà, il y avait quelques limites qu'on notait auparavant sur les machines physiques. Donc là, on est sur des machines virtuelles, c'est vraiment la virtualisation. Mais aussi, après la virtualisation, on voit que vraiment les choses changent. Donc, l'infrastructure des technologies a changé avec l'arrivée de Kubernetes. Déjà, en termes de coût, c'est beaucoup plus facile parce que là, au lieu d'avoir 4-5 machines virtuelles sur laquelle vous allez déployer votre application, vous pouvez juste avoir ici une seule machine, créer plusieurs conteneurs sur la machine. Ça, c'est déjà un. Ensuite, voilà, la partie orchestration aussi, c'est quelque chose aussi c'est quelque chose aussi qu'on peut dire que ça peut justifier en fait, voilà, les enjeux de Kubernetes actuellement. Et aussi l'approche DevOps que les gens utilisent actuellement pour automatiser, voilà, les travaux, l'intégration et le déploiement continu. Ça, c'est beaucoup plus compatible avec les environnements donc Kubernetes. Donc, juste pour résumer, l'approche l'avantage ou bien l'enjeu de déployer les applications 5G sur les environnements Kubernetes est le même que l'enjeu de déployer les applications d'entreprise sur des environnements Kubernetes. Pour la partie GitOps, pourquoi choisir Argo CD par rapport à CI/CD? Ah, là, il y a une petite différence. C'est la question, je sais pas, En fait, CI/CD et Argo CD, c'est deux choses qui sont différentes. CI/CD, en fait, c'est la chaîne d'intégration continue et de déploiement continu. C'est composé de deux mots, en fait, CI et CD. Donc, la partie CI, ça se limite à une fois que l'image est buildée et poussée sur la registrie. Maintenant, la partie CD, ça commence de cette partie-là. C'est-à-dire, il vient de comment récupérer les images et les déployer de façon automatiquement sur ton cluster. Donc, tu vois, ces deux mots qui sont collés, mais c'est différent. Donc, c'est deux phases qui sont différentes. Et les GitOps, on les utilise dans la partie CD. Donc, eux, ce sont des outils qui permettent en fait d'écouter soit sur les repositories, ou bien d'écouter sur la registrie. S'il y a des modifications ou bien des nouvelles images, il va les récupérer automatiquement et les déployer sur votre cluster. Alors que pour CI/CD, c'est deux étapes. Donc, le développeur écrit le code, il le push. Le serveur CI build les images, le pousse sur la registrie. Ça, c'est CI. Et maintenant, CD, c'est le fait de récupérer les images de la registrie et de le déployer sur ton cluster Kubernetes. Donc, pour la partie CD, il y a des outils j'utilise Argo CD, mais il y a d'autres outils comme Flix, comme je le disais tout à l'heure, et CNO aussi. La communication entre le corps 5G et les nœuds 4G, comment se fait? Les nœuds 4G, voilà, j'avoue que je n'ai pas très bien compris, mais d'après ce que je pense être la question, donc la communication entre le corps 5G, bon, disons plutôt, j'attendais donc à ce que je disais, voilà, la communication entre le corps 5G et l'antenne, c'est possible, parce que déjà, c'est deux trucs qui sont différents. Actuellement, on a la 5G qu'on utilise nous tous sur nos téléphones mobiles, et il y a aussi donc la 5G qui va venir. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. Donc, la 5G a son propre cœur de réseau, la 4G aussi a son propre cœur de réseau. Mais juste la différence entre les deux, c'est que le cœur de réseau 4G
est déployé et virtualisé, donc sur des machines virtuelles, alors que le cœur de réseau 5G sera containerisé, déployé sur des conteneurs. Tous les deux ont des antennes réseau avec lesquelles ils vont communiquer via le protocole SCTP. Quota CPI, ressources de limite, etc. Oui, exactement. Pour la partie stockage des données, quoi. On peut utiliser, il y a plusieurs solutions actuellement que vous pouvez utiliser pour la partie stockage des données, parce que, comme je l'ai dit, sur Kubernetes, les pods sont éphémères, donc il est préférable de mettre en place des solutions de stockage des données. Ça dépend en fait de la solution que tu veux choisir, puisque là, ce sont des problèmes de tooling, mais pas en fait des problèmes techniques. Mais il existe plusieurs solutions que vous pouvez utiliser en tant que solution de stockage de données. Ça dépend. Donc, moi, dans notre cas, j'avais utilisé Longhorn, qui est en fait une solution de stockage de données de Rancher que vous pouvez utiliser. Il existe aussi tant d'autres. Il y a Trident, il y a beaucoup de solutions de stockage de données que vous pouvez utiliser. Mais dans notre cas, j'avais utilisé Longhorn pour provisionner mes volumes de stockage. Bonsoir, quelle est la meilleure CNI pour le cluster Kubernetes en production? Oui, la meilleure CNI, ça dépend. En fait, parce que là, il n'y a pas toutes les solutions, disons, se valent. Tout dépend en fait de la manière dont vous voulez l'utiliser. Parce que si votre entreprise décide en fait que votre CNI doit fonctionner avec les network policy, là, vous n'avez pas le choix d'utiliser Flanel, par exemple, parce que Flanel ne prend pas en charge les network policy. Donc, tu vois, ça dépend en fait du use case que tu veux mettre en place. Donc, le choix du CNI, ça dépend vraiment du use case. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire que ce CNI-là est meilleur que l'autre. Tout dépend en fait des besoins. Avez-vous expérimenté l'interpolabilité des nœuds 5GC instanciés via Kubernetes et d'autres opérateurs comme Huawei? Pour cette question, non. Non, j'ai pas testé ça. J'ai pas testé ça. Qu'est-ce qui est-il de sauvegarder le cluster Kubernetes? Ouais, je pense que c'est la dernière question. Qu'en est-il des sauvegardes? Oui, pour les sauvegardes des clusters, ouais, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle donc du backup, parce que tu peux backuper tout un cluster. Déjà, il y a des opérateurs qui le font, qui permettent de backuper toutes les configurations de ton cluster. Donc, c'est un peu différent en fait des stockages de données, parce que les stockages de données, ça permet juste de stocker les données qu'un pod doit utiliser, alors que donc, pour les sauvegardes des clusters, c'est ce qu'on appelle donc des backups. Tu peux backuper les configurations soit sur un bucket S3 qui se trouve, supposons, sur AWS, ou bien tu peux les backuper sur un serveur local, de sorte que si ton cluster tombe, tu n'as pas besoin en fait de refaire toutes les configs, tu récupères juste le backup et tu relances à nouveau les configs. Et tout revient à la normale. Est-ce que vous pouvez écrire sur le chat la techno que vous avez utilisée pour la persistance de données? Oui, j'avais utilisé Longhorn. C'était Longhorn, quoi. GCP. Ok, je pense qu'on a fait le tour. On a répondu à toutes les questions, si je ne me trompe pas. Alors, il n'y a plus de questions sur le chat. Cela veut dire que voilà, on a répondu à toutes les questions. Ou bien, bon, votre slide. D'accord, je vais partager la présentation après. Avez-vous des use cases production, des use cases pratiques d'application déployée et testée? Des use cases d'application et des use cases d'application déployés et testés sur un 5GC via... Oui, parce que il y a des use cases que vous pouvez faire. Déjà, en fait, il y a des solutions qui stimulent le fonctionnement des antennes, parce que ce qui manque ici, ce sont les antennes. Une fois que tu déploies le code de réseau 5G, ce code de réseau doit communiquer avec les antennes réseau. Donc, les antennes, ce sont des outils physiques, mais néanmoins, il y a des outils qui stimulent le fonctionnement des antennes que vous pouvez même déployer sur un autre cluster et vous essayez de vous faire tester la communication entre votre cœur de réseau et les antennes réseau. Le slide mis en
Ok, bah, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, nous vous remercions pour votre patience et voilà, l'intérêt que vous accordez à la présentation. On va partager les slides sûrement dans la semaine. Ok, donc merci et très bon week-end.